Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Giovacchini, président de la Fédération Syntec, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Berger, qui est, comme chacun le sait, le secrétaire général de la CFDT. Bienvenue. Merci, bonjour. Je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui. C'est une initiative originale qu'une fédération patronale invite le secrétaire général de la CFDT pour débattre, mais je suis tout à fait prêt à le faire, tant sur les questions de dialogue social que situation économique et sociale de notre pays. Ça nous a paru naturel parce que la CFDT est la première organisation représentative parmi les organisations de salariés dans notre branche et la Fédération Syntec, la principale organisation du côté patronal. Donc ce dialogue nous a paru tout à fait naturel. Parler du monde d'après, quand on est encore en pleine situation de pandémie, avec beaucoup d'incertitudes, c'est pas simple. D'ailleurs, cette année 2021, elle va être sous le signe de l'incertitude. Donc, on voit bien qu'actuellement, la question sanitaire, elle écrase toutes les autres questions et des questions tout aussi importantes. Je pense à la transition écologique, je pense à la lutte contre les inégalités. Mais moi, je crois que si on veut vraiment se situer dans le monde d'après, j'aime pas beaucoup cette expression parce que ça voudrait dire qu'il faudrait tout jeter dans ce qui s'est passé précédemment, mais il y a trois gros défis qui sont devant nous. Le premier, c'est un défi de lutte contre les inégalités. C'est un défi qui est de construire finalement des solidarités qui permettent aux citoyens, aux travailleurs les plus fragiles d'accéder enfin à un standard social digne de ce nom. Ça nécessitera, y compris sur la question économique, de re-questionner la finalité économique des entreprises, je crois. Donc il y a pour moi un gros paquet sur la réduction des inégalités. Le deuxième, c'est, on le sait, ça ne doit pas passer au second plan, c'est la transition écologique. La transition écologique, c'est une absolue nécessité pour la survie de l'humanité. On voit bien qu'on a depuis un an, avec cette pandémie, un peu mis ça sur le côté, en tout cas en termes de préoccupations citoyennes, individuelles, mais aussi collectives. Et c'est un véritable enjeu, y compris sur la question économique d'ailleurs. Parce que, et notamment dans votre branche, il y a aussi des opportunités avec cette transition écologique de développement, de performance. Puis le troisième, c'est la question de la vitalité démocratique. Moi, je crois qu'on est dans un moment où la démocratie, on le voit malheureusement ces derniers jours aux États-Unis, mais la démocratie n'est pas un fait acquis. Et ça nécessite qu'on la revitalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devra plus que jamais faire émerger un équilibre entre la démocratie représentative, ceux qui gouvernent, qui ont la légitimité du peuple pour le faire, ceux qui sont les gouvernés d'une certaine manière, mais enfin qui sont les citoyens, la démocratie participative. Il ne faudra pas qu'on oublie qu'entre les deux, il y a une démocratie sociale. Il y a une société civile organisée, il y a des citoyens qui, dans les associations, les organisations patronales, syndicales, se regroupent pour faire valoir leurs intérêts et que ce sont souvent eux, ces citoyens engagés dans des collectifs qui sont les porteurs de solutions. Donc on a un vrai sujet à l'avenir là-dessus et c'est vrai qu'il va falloir qu'on sorte d'une verticalité du pouvoir que moi je dénonce depuis longtemps pour essayer d'avoir beaucoup plus de coopération et de transversalité d'une certaine manière dans le fonctionnement de notre démocratie. Je vous rejoins sur pas mal de points. D'abord sur le fait qu'on est encore dans le monde de maintenant et pas dans le monde d'après. Et effectivement, beaucoup de choses sont conditionnées par la situation sanitaire. On peut espérer quand même que les choses vont changer progressivement au cours de l'année 2021. Moi, je vois trois enjeux aussi, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui complètent ceux que vous venez d'évoquer. Le premier, c'est celui qui consiste à retrouver le chemin ou les chemins d'une croissance responsable, pas forcément exactement la même qu'avant, une croissance qui restera pour moi néanmoins fondée sur le progrès scientifique et technique, la technologie, pas un recours abusif à la technologie, mais un recours raisonné à la technologie. Je suis très frappé de voir que ce qui va peut-être nous sortir de la crise sanitaire, c'est quand même le vaccin, c'est-à-dire la science, et de ce point de vue-là, il ne faut pas l'oublier. On a un scepticisme de nos compatriotes, un rapport en tout cas à la science et au progrès qui est devenu très ambigu dans notre pays. Il faut faire attention parce que si on veut retrouver un chemin d'une croissance responsable, y compris plus respectueuse des enjeux environnementaux, de la biodiversité, permettant une transition énergétique, il faudra s'appuyer aussi sur la science, comme on le fait avec le vaccin aujourd'hui. Le deuxième enjeu pour moi, c'est un enjeu de souveraineté, pas de souverainisme étroit aux frontières du pays, mais de souveraineté française et européenne.
On a bien vu la dépendance dans laquelle la crise nous a mis à l'égard d'un certain nombre de pays non européens. C'est vrai sur le plan sanitaire, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Pour ce qui est de notre branche, on le vit dans le domaine du numérique en particulier, évidemment. Donc les questions de souveraineté numérique, pour nous, sont très importantes, d'autonomie. Ce n'est pas un sujet uniquement pour les pouvoirs publics, pour nous. C'est aussi un sujet pour les entreprises et leurs salariés, d'ailleurs. Il faut qu'on maîtrise notre destin. Le troisième enjeu, c'est évidemment en lien avec les préoccupations environnementales, la transition écologique. C'est plus précisément pour moi la revitalisation de nos territoires. Je crois que nous avons, y compris dans nos métiers, beaucoup contribué au développement des grandes métropoles. C'était bien sans doute, mais cette captation par ces métropoles de l'essentiel du surcroît de production, de PIB qu'on a plus ou moins difficilement réussi à générer dans notre pays, a fait qu'à côté de ça, les villes moyennes, le périurbain, le rural, a pas mal souffert, avec beaucoup de conséquences sociales, sociétales, gilets jaunes, etc., panne de l'ascenseur social. Et pour moi, c'est vraiment le troisième enjeu. Il y a des faiblesses, des menaces par rapport à ça. Hein. J'ai parlé du rapport des Français à la science. Probablement, vu par nous, une autre difficulté qui est qu'on s'intéresse beaucoup dans notre pays, et c'est normal, au secteur économique en difficulté, mais dans cette prophétie schumpeterienne de la destruction créatrice, l'aspect création est important aussi. Donc c'est bien évidemment d'essayer de ralentir le déclin de secteurs qui sont appelés petit à petit à se restructurer, mais c'est bien aussi de favoriser ceux qui peuvent créer des emplois, et encore plus d'emplois demain qu'ils ne l'ont fait par le passé, comme je crois une grande partie des métiers de notre branche. Et puis il y a, et là je vous rejoins, un vrai problème de verticalité, en tout cas de risque de fragmentation du corps social, de démocratie. Et de ce point de vue-là, l'importance des corps intermédiaires est cruciale dans le contexte que l'on connaît dès aujourd'hui, on le voit bien, mais qu'on va aussi connaître dans ce fameux monde d'après. Le vocable monde d'après, il invite à une réflexion, c'est soit le monde d'après, ce sera la reconduction de celui d'avant, en moins bien, parce que la situation s'est dégradée, soit l'autre risque, c'est de vouloir en faire quelque chose de totalement merveilleux, qui soit juste du rêve. Il faut trouver l'équilibre. Et je vais revenir sur cette notion d'équilibre, mais moi je crois de toute façon que la situation dans laquelle on sera lorsque le vaccin, et je le souhaite ardemment, aura fait son œuvre et qu'il y aura une forme d'immunité collective dans le monde, on n'aura pas soldé les conséquences de cette crise. Et je ne parle pas là des conséquences économiques, sociales, je parle des conséquences psychologiques, de ce que ça va interroger sur notre propre rapport individuel et collectif aux autres, au travail, à sa famille, à ses propres aspirations. C'est-à-dire que je crois qu'on est en train de vivre une forme de choc psychologique individuel et collectif qui est extrêmement puissant, avec des conséquences, on le mesure déjà, chez un certain nombre de personnes extrêmement difficiles, et notamment, vous savez, c'est cette fameuse question autour de l'école. Quand on écoute un peu quelques pédopsychiatres ces temps-ci, l'absence d'école pendant le premier confinement n'a pas été sans conséquence, par exemple. Donc on ne repartira pas comme avant, tout pour une simple raison, c'est qu'on n'est pas comme avant. Et donc la question qui sera posée, c'est de faire vivre les équilibres dont vous parlez. Les équilibres entre une économie qui doit rechercher de la performance et aller chercher de la croissance, et en même temps, la question de la finalité de l'économie, du contenu de cette croissance, de la répartition de la richesse. L'équilibre entre la volonté d'un travail qui permet de vivre, mais qui aussi émancipe, qui crée du lien social, et en même temps une aspiration à articuler davantage son temps personnel et son temps professionnel. Ça a été très marquant pendant cette période. Un équilibre entre la technologie, l'avancée technologique, qu'il ne faut évidemment pas nier, et la précaution, sans en faire à outrance, mais la précaution pour que ce soit ni anti-environnement, ni anti-développement humain. Voilà. Et donc on aura tout un tas d'équilibres à faire vivre comme ça. C'est-à-dire que moi je ne crois pas, à un moment donné, une sortie de la crise. D'abord, à mon avis, il n'y aura pas un jour J de sortie de crise, mais une sortie de la crise où on va passer d'un autre modèle et il faudra le construire. Et là, la question démocratique, la question du dialogue social, il va être déterminant. Pendant cette crise, les entreprises qui ont fait de l'intelligence collective
ont été bien plus résilientes que celles qui ont fait de la verticalité. Et d'un niveau des politiques publiques, c'est la même chose. Et donc moi, je crois qu'il va falloir se fixer quelques indicateurs. La préconisation que l'on porte, c'est de se fixer plus d'indicateurs que le seul PIB pour mesurer le développement d'un pays. Aller vers d'autres indicateurs tels que la biodiversité, les inégalités, la santé, l'éducation, etc. Moi, je vous rejoins sur cette notion d'équilibre et sur le rôle du dialogue social dans ce contexte-là. D'accord avec vous pour dire que les équilibres, il faut les construire ensemble, y compris avec les corps intermédiaires. On a quand même beaucoup vécu, et on se rejoindra sans doute aussi, une période au début du quinquennat où la verticalité était affirmée comme un mode de gouvernement assez fort, avec des tentations et des tentatives, dont certaines malheureusement réussies, d'étatisation du paritarisme. On voit bien que dès que la situation est devenue difficile, et c'était même avant la crise sanitaire, c'était les Gilets jaunes en particulier, on nous a un peu appelés, vous et nous, au secours, en disant « Attendez, oui, ok, on a compris, il faut que ça passe par vous ». La démocratie participative, elle a sûrement ses mérites, mais elle ne remplace pas le dialogue social entre des organisations vraiment représentatives. Est-ce que le dialogue social est suffisant? Vous ne me trouverez jamais pour dire qu'il est suffisant. Moi, je crois à davantage de partage de responsabilités. Et c'est vrai dans la société. Et pour autant, je suis très attaché à notre modèle démocratique où des femmes, des hommes recueillent le suffrage des citoyens pour exercer une responsabilité. Donc je pense qu'il faut qu'ils aient les moyens de l'exercer. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est l'exercice de la responsabilité plutôt que l'accession au pouvoir. Et de ce point de vue-là, je pense que dans la complexité que sont devenues nos sociétés, la complexité que sont devenues toutes les questions, qu'elles soient économiques, sociales, mais aussi sociétales, dans l'état d'hystérisation dans lequel se situe nombre de débats publics, avec la tentation de disqualifier assez rapidement son interlocuteur parce qu'il n'est pas du même bord, parce qu'il ne pense pas comme vous, etc. Je pense qu'on n'a qu'un moyen de contrer tout ça, de faire face à tout ça, c'est de reposer les enjeux sur la table et de construire par le dialogue un compromis. Évidemment, ça ne satisfait aucun des camps, d'une certaine manière, qui voudrait que tout ce qu'ils pensent soit repris. Mais c'est la seule manière de faire société. Toute société qui a nié le fait qu'elle a été traversée par des intérêts contradictoires est devenue un État totalitaire. Une société est traversée d'intérêts contradictoires. L'intérêt, en tout cas une partie des intérêts qui sont ceux des employeurs de votre secteur, n'est pas l'intérêt des salariés du secteur. Il y a un conflit de logique. Et donc, il faut les reconnaître. La non-reconnaissance de ces conflictualités au bon sens du terme existant dans une société est une impasse. Une fois qu'on les a reconnues, il faut mettre en situation de les traiter. Et là se passe la question du dialogue social. Et le dialogue social, il a progressé, il est excellent dans certaines entreprises. Là où on a compris que c'était à la fois un élément de performance économique, mais aussi de performance sociale, où c'était aussi un élément de conduite et même de richesse de l'entreprise. Puis dans d'autres, il est plus difficile. Donc moi, je ne suis jamais sur c'est tout noir ou tout blanc. Il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où c'est plus compliqué. Ça nécessite quoi? Ça nécessite des acteurs reconnus. Donc la reconnaissance du fait syndical. Ça veut dire que le fait syndical, c'est oui, le fait syndical dans une organisation reconnue et ayant la représentativité au niveau national. Vous savez, moi je suis trop bien placé maintenant pour avoir géré un certain nombre de situations pour ne pas croire que lorsque on confie à des collectifs la conduite des choses, souvent il n'y a pas l'engagement. Vous avez parlé des Gilets jaunes, mais il n'y avait pas eu de revendication commune et il n'y a pas eu à la fin de débouchés parce que personne ne pouvait s'engager, il n'y avait pas de représentation. Donc des interlocuteurs reconnus et qui se respectent. Et puis un cadre qui permet aux représentants du personnel de pouvoir faire entendre leur voix, mais aux salariés aussi de faire entendre leur voix. Donc moi j'ai envie de dire qu'on est au milieu du gué, au niveau des secteurs professionnels, c'est très différent d'un secteur à l'autre, des entreprises. On est aussi au milieu du gué dans la reconnaissance par la puissance publique de ce dialogue social. Moi, je crois que c'est aux acteurs patronaux et syndicaux de montrer leur place. On vient de signer 2 accords sur le télétravail et la santé au travail. Si on ne l'avait pas fait, on aurait été en défaillance collective. On l'a fait. On a assumé une responsabilité. Il faut qu'on continue d'assumer cette responsabilité. Et avec les nouvelles règles,
On n'est plus sur des accords nationaux qui sont des accords prescriptifs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une autre dynamique. Mais ça ne pourra marcher dans cet équilibre d'accords nationaux qui finalement fixent des cadres et renvoient à la négociation de branches et d'entreprises que si les branches et les entreprises elles-mêmes assument ce dialogue social et sont ouvertes pour le faire vivre à fond, quoi. Moi, je vous rejoins sur beaucoup de points. D'abord sur le fait qu'il faut avoir des acteurs représentatifs, reconnus, capables de s'engager, capables de conclure des accords, y compris en faisant entendre à leurs propres troupes des deux côtés que tout ne peut pas être obtenu. Je vous rejoins sur le fait qu'on n'a pas nécessairement des intérêts alignés et on l'assume. Chacun dans son rôle, on dialogue, mais on est chacun dans notre rôle. Et sans doute n'ai-je pas exactement le même point de vue que vous sur le partage du pouvoir au sein d'une entreprise, par exemple, même si ce n'est pas forcément le lieu ni le moment d'en parler aujourd'hui. En tout cas, les partenaires sociaux, ce sont des canaux de transmission évidemment, mais ce sont des forces de proposition et des lieux de concertation. Et ça, je crois que c'est assez fort. Alors évidemment, on peut reprocher beaucoup de choses au dialogue social, le fait qu'il est souvent long, qu'il est complexe, donc accusé d'opacité, qu'il ne répond pas toujours aux enjeux des nouvelles générations de salariés qui ont d'autres préoccupations. On parlait de quête de sens tout à l'heure. Pourtant, vous l'avez montré, quand on se mobilise, y compris dans l'urgence, sur certaines thématiques liées à la crise ou sur des sujets importants au plan interprofessionnel comme le télétravail ou la santé au travail, on y arrive et dans des conditions d'efficacité et de rapidité tout à fait acceptables. Moi, je crois que c'est quelque chose auquel nous sommes à la Fédération Syntec attachés. Le MEDEF l'est aussi, comme la CFDT. Nous n'avons pas la même sensibilité sur un certain nombre de sujets. Ce dialogue est important. Il est important en particulier dans notre branche par rapport aux petites entreprises, aux PME, aux TPE. On a vraiment le souci chez nous de représenter toutes les typologies d'entreprises. On n'est pas comme certaines fédérations avec uniquement quelques grandes entreprises. Plus de 90% de nos entreprises ont moins de 50 salariés, plus de 80% moins de 10 salariés. Donc on est vraiment très attentif à ça. Et là, le dialogue social, il prend des formes forcément un peu plus compliquées parfois pour ces entreprises. Et on disait tout à l'heure que pas forcément des accords nationaux qui s'imposaient partout et que le rôle du dialogue au niveau de la branche et de l'entreprise était important. Quand l'entreprise est petite, moyenne, très petite, on se sent, nous, au niveau branche, encore plus concernés parce qu'on doit pouvoir donner au minimum des guides et puis, si possible, des accords qui s'appliquent de la manière la plus souple, la plus simple possible pour ces acteurs économiques et pour leurs employés. Moi, je partage totalement l'idée que la branche, aujourd'hui, a un rôle déterminant, notamment pour toutes ces petites entreprises. Et c'est vrai dans votre secteur, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs, mais avec des accords nationaux qui sont moins prescriptifs, il faut que la branche joue totalement son rôle. Sinon, on va avoir un déséquilibre. Et on reviendra. Vous verrez qu'on reviendra à de la loi plutôt qu'à du contrat, plutôt qu'à de la négociation, si on n'a pas un rééquilibrage. Et c'est là où les branches doivent saisir toute leur place. C'est-à-dire que pour négocier, on y reviendra peut-être, des accords de maintien dans l'emploi, pour négocier aussi de façon innovante sur d'autres sujets, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la question des discriminations, sur l'évolution du temps de travail, etc. Et là, je partage totalement. Si on laisse tout aux seules entreprises, on va avoir un monde du travail qui va être divisé en 3 ou 4. Celle où il y aura un dialogue social performant et celle où il n'y aura pas de dialogue social, soit par carence de représentation collective des salariés, soit par incapacité de le faire. Et donc, y compris un des rôles qu'on méconnaît trop aujourd'hui des branches professionnelles, c'est quand même de s'éviter du dumping à l'intérieur de la branche, quoi, oui, en partie. Et si on ne le fait pas par des accords qui permettent d'unifier la situation des salariés dans la branche, ça reviendra très fort. Donc, moi, je suis persuadé qu'il y a de nouveaux espaces qui se sont ouverts depuis 2016 aux accords de branche. C'est trop peu dans certaines branches, ce n'est pas forcément le cas dans la vôtre, mais dans certaines branches, on n'a pas pris conscience de ça. Et donc, on a un décrochage dans les entreprises en termes de dialogue social et en termes de conditions sociales. Et c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Je pense que la période qui s'ouvre, elle va le permettre ça. Mais elle doit permettre d'aller un petit peu plus loin encore sur le partage de pouvoir, si vous permettez 15 secondes. L'entreprise, c'est deux parties constituantes. C'est le capital et le travail.
C'est très marxiste comme analyse, mais c'est vrai. Pour le coup, c'est le capital et le travail. Et je crois qu'il faut replacer la place du travail à son juste niveau, parce qu'il y a une forme de déséquilibre. Il restera le déséquilibre. Mais je crois qu'à un moment donné, le capital a pris trop de place par rapport au travail, qui est l'autre partie constituante de l'entreprise. Et là, on a une des raisons qui font qu'un certain nombre de salariés, et de jeunes notamment, sont en quête de sens sur la finalité du travail, ce qu'il paie, sur ce qu'il permet, à quoi il sert. À quoi il sert au final, non pas simplement dans la production de biens et de services, mais est-ce que c'est carboné? Est-ce qu'on est dans une entreprise carbonée? Est-ce qu'on est dans une entreprise qui respecte la diversité, sa chaîne de valeur, la diversité, etc. Et là, il faut qu'on redonne de l'espace de pouvoir, je crois, aux représentants des salariés et aux salariés eux-mêmes. Vous savez, vous parlez de capital et de travail, mais moi je représente des sociétés de services. Et notre capital, il est humain, avant tout. Et bien sûr, il y a un aspect capitalistique au sens que vous aviez évoqué, mais on est bien conscient dans nos métiers, que ce soit le numérique, que ce soit l'ingénierie, le conseil, l'événementiel, la formation professionnelle, le capital dans nos entreprises, c'est un capital humain. On peut constater depuis quelque temps quand même un certain renouveau de notre dialogue social dans notre branche. Ça, ce renouveau, il s'illustre par quoi? D'abord par le fait qu'on a pu signer en 2020, malgré ou grâce aussi d'ailleurs au contexte, un certain nombre d'accords importants. D'abord, on a revalorisé les minima salariaux de manière assez significative, mais surtout on a conclu des accords auxquels évidemment la CFDT a été plus qu'associée, évidemment, sur l'activité partielle de longue durée, sur la formation professionnelle, et puis on va poursuivre. On a un agenda social 2021 assez nourri de ce point de vue-là. Moi, je suis assez fier de ça parce que la situation était plus compliquée il y a quelques années. On a pu relancer la machine. Vous avez, côté CFDT, mais d'autres organisations syndicales de salariés ont également joué le jeu. On a essayé, nous, de notre côté aussi, d'ouvrir un peu nos chakras et on a fait ces avancées pour le bien et des salariés et des entreprises. On a quand même dans notre branche, dans ce fameux monde d'après, un certain nombre de défis. Le dialogue social pourra peut-être contribuer à en relever quelques-uns. Il y en a d'autres qui ne dépendent pas que de ça. On a dans notre branche plus de 65% de cadres de Bac plus 5, consultants, aux data scientists, à l'ingénieur, etc. Et donc, ce sont des salariés qui ont, par définition, une grande mobilité. Ils peuvent d'abord considérer, pour certains d'entre eux, que c'est mieux d'être indépendant que salarié d'une entreprise, qui pose un petit problème en termes d'appartenance à un corps social, y compris de dialogue social, etc. Et puis, il y a le risque qui n'est pas totalement une vue de l'esprit d'une délocalisation de ces emplois qualifiés et très qualifiés qu'on peut représenter, y compris pour les plus qualifiés d'entre eux. Et donc, on est nous, assez attentifs, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, à ce que le cadre fiscal, le cadre économique global français donne à notre pays l'attractivité, la compétitivité nécessaire par rapport à nos emplois. On a pu obtenir notamment que les embauches de jeunes ne soient pas limitées à 1,1 ou 1,2 SMIC, mais aillent jusqu'à 2 SMIC, 2 fois le SMIC, que les embauches d'alternants ou de contrats pro, etc., aillent jusqu'à Bac plus 5 et ne soient pas limitées à Bac plus 3, y compris l'activité partielle, que ça soit compensé jusqu'à 4 fois et demi le SMIC, etc. Donc on a pu faire entendre cette voix-là. L'idée, c'est pas d'avoir des effets d'aubaine, c'est de considérer qu'on est dans une branche qui peut créer, dès que les conditions seront à nouveau réunies, beaucoup d'emplois. En temps normal, je dirais, c'est 50 000 emplois nets créés par an. Et on peut faire plus. Mais ça serait une sorte de perte de chance pour notre pays que de s'attacher uniquement au volet ralentissement de la destruction d'emplois et de ne pas considérer ces métiers de service qui sont quelque part un peu également un angle mort du point de vue des politiques. Je sais que vous nous connaissez bien. Les politiques, une fois qu'ils ont dit start-up d'un côté, réindustrialisation de l'autre, ils ont tout dit. Ce n'est pas les start-up qui vont créer des centaines de milliers d'emplois. Si on réindustrialise, si on relocalise, on va créer des emplois, mais
pas massivement. Si on relocalise notamment des productions qui sont aujourd'hui réalisées en Asie, c'est parce qu'on va pouvoir automatiser pour limiter le différentiel de coûts. Là où on va créer des emplois qualifiés, fortement qualifiés, c'est en particulier dans les services à forte valeur ajoutée, en particulier dans notre branche, pas uniquement, également dans le monde de la communication, des télécoms, dans un certain nombre d'autres activités qui nous sont proches. Et pour ça, on a besoin, ça ne relève pas au premier chef du dialogue social, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus, d'avoir une écoute des pouvoirs publics, une attention pour nos métiers qui sont évidemment plus difficile à percevoir parce qu'on visite une usine d'avion ou d'automobile, on ne visite pas une salle d'ordinateur ou une société de conseil. C'est plus compliqué. Il y a une espèce de condescendance vis-à-vis du service, y compris lorsqu'il s'agit de gens très qualifiés. Et on a besoin de faire mieux percevoir tout ce qu'on peut représenter en termes de création d'emplois. Je vous dis plus de 50 000 emplois nets par an de Bac plus 5. Il vaut mieux qu'ils aillent chez nous plutôt qu'on les forme dans nos grandes écoles et nos universités françaises qui sont parmi les meilleures au monde et qu'ils aillent ensuite chez Google aux États-Unis ou ailleurs. Il faut qu'ils puissent travailler dans un pays qui offre un cadre attractif et compétitif. D'abord sur la première partie de votre intervention sur les accords de branche. C'est la démonstration que lorsqu'on ouvre la possibilité de négocier, qu'on fait confiance à la capacité de proposition des organisations syndicales, de la CFDT en particulier, on obtient des accords qui sont bénéfiques pour tout le monde. Vous savez, pendant cette période, pendant 2020, les accords de reprise d'activité, c'est plus de 10 000, après le premier confinement, et des accords d'activité partielle longue durée, donc chômage partiel longue durée, c'est plus de 4 000 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est capable d'ouvrir la discussion à partir d'une réalité qu'on traverse tous, et on fait confiance aux propositions des uns et des autres, vous avez des organisations syndicales qui sont en capacité de relever ce défi. Je le dis parce que on s'adresse aussi aux employeurs du Syntec. Il y a des organisations syndicales, des syndicalistes qui sont des capacités de force de proposition, qui savent analyser la situation économique des secteurs et qui donc sont des moteurs aujourd'hui pour ce dialogue social. Et donc je me réjouis que dans la branche, il y a une nouvelle impulsion qui soit effectivement donnée. Vous savez, la question de la compétitivité, ce n'est pas une question taboue pour la CFDT. Dans une économie mondialisée, où les flux, on l'a vu, permettent tout, quasiment tout, ça appelle à s'interroger sur la propre compétitivité. Mais ça appelle à s'interroger aussi sur les régulations. Je pense que sur un certain nombre d'éléments, notamment liés au dumping social, c'est un peu les questions que vous abordiez, il y a une réponse européenne à opérer. Actuellement, on travaille par exemple sur des questions de salaire minima au niveau européen. On travaille sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un vrai sujet, y compris dans toutes les branches, mais y compris dans la vôtre. Et donc, la course que l'Europe devra mener, elle ne sera pas qu'une course au low cost. Elle sera une course à l'harmonisation fiscale, en son sein, à un peu moins de naïveté dans les barrières douanières et dans ce qu'on s'applique comme règles sociales ou environnementales, mais qu'on ne demande pas forcément à des opérateurs. Alors c'est plus difficile dans votre secteur parce que vous, il n'y a pas forcément de flux de marchandises qui arrivent. Dans d'autres secteurs, c'est plus évident d'essayer de contrôler. Mais je crois qu'il faut que l'Europe se dote elle-même d'une forme de force d'intervention pour réguler les flux économiques et le dumping social ou fiscal qui peut s'opérer. Une fois qu'on a dit ça, moi je ne suis pas contre les aides aux entreprises. Je suis le syndicaliste qui... Le premier avait dit qu'il faut restaurer les marges lorsqu'elles étaient extrêmement faibles dans les années 2010. Mais il faut qu'il y ait des contreparties. Il faut qu'il y ait des engagements en termes d'emploi, en termes d'inscription dans la transition écologique, en termes d'embauche de jeunes. Les mesures sur l'apprentissage ou sur les jeunes, la CFDT les a soutenues. Parce qu'il y a un besoin, à un moment donné, de soutenir ces jeunes. De la même manière, il faut des logiques d'entreprise qui soient un peu plus inclusives, avec des publics qui sont encore trop exclus. Je pense aux personnels en situation de handicap. On est en dessous de tout sur ce sujet-là. Je pense aux personnes qui subissent des discriminations liées à leur origine, leur couleur de peau, etc. Donc, moi, je ne suis pas contre qu'on regarde les conditions de la compétitivité. Ça ne peut pas être une logique low cost, parce qu'il y a aussi un système de financement de la protection sociale. S'il n'y avait pas eu cette protection sociale, on serait dans un pays où les gens seraient dans une situation terrible. Ça existe dans le monde.
y compris en Europe. Et donc, il ne faut pas non plus avoir des logiques simplement de salaire net et pas de contribution à la fiscalité ou à la protection sociale. Mais lorsqu'il y a besoin d'aide, et moi, je n'ai pas rechigné en 2020 à dire oui, il faut aider les secteurs, etc. Je pense qu'il faudra mieux cibler dans l'année 2021, quand même. Et il faut qu'il y ait un retour. Parce que je crois que finalement, on est tous interdépendants et qu'on aura besoin, lorsqu'il y a un effort fait en direction, et là, en ce moment, de l'économie, très fort, au détriment de la dette, au détriment d'une partie des générations futures, si on ne sait pas comment le régler, il faut que ça serve, quoi. Il faut que les entreprises, en retour, s'engagent. Je partage beaucoup de ce que vous venez de dire. D'abord, sur l'échelon européen, qui est l'échelon pertinent, on voit bien qu'on va pouvoir faire preuve de moins de naïveté au travers d'un mécanisme comme la taxe carbone aux frontières de l'Europe, par exemple. On ne peut pas l'imaginer à l'échelle française. Et nous, au MEDEF, à Syntec, on soutient évidemment cette approche-là. Je parlais de souveraineté tout à l'heure, d'autonomie. Elle n'a de sens qu'au niveau européen. Quant à ces contreparties, je ne sais pas si je les appellerai comme ça, mais c'est clair qu'on veut s'engager, nous aussi, y compris au niveau de la fédération, sur un Syntec branche d'avant-garde, de ce point de vue-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des préoccupations patronales classiques, de souplesse. Par exemple, en termes d'organisation du travail, réfléchir sur une modulation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et pas uniquement regarder les choses de manière trop séquentielle, trop stricte. C'est quelque chose qu'on va probablement mettre sur la table. Mais on veut aussi proposer dans la branche ce qu'on pourrait appeler un accord de performance sociale, dans lequel on va inclure des mesures de type inclusion de public spécifique, vous parliez des handicapés tout à l'heure, santé, qualité de vie au travail, partage de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait en matière d'accord d'intéressement pour les petites entreprises? Est-ce qu'on va dans ce monde-là? Et puis, une branche non seulement innovante socialement, mais une branche engagée pour une économie plus verte, plus sociale. On a un guide de la RSE dans notre branche, dont on est très fier, qui aide les petites entreprises notamment à mieux assumer leurs responsabilités environnementales, leurs responsabilités sociales, sociétales. Donc on a bien conscience que notre branche, notre convention collective Syntec, qui est bien connue pour un certain nombre de caractéristiques, y compris de souplesse, de dynamisme, de réactivité, doit aussi apparaître comme une branche d'avant-garde et répondre, autant que faire se peut, parce que quand on est un jeune ingénieur ou un jeune consultant, on ne pense pas tout de suite convention collective et accord de branche, mais répondre autant que faire se peut à cette quête de sens qui est celle des jeunes générations. Je ne sais pas s'il faut le présenter comme une contrepartie à telle ou telle aide. Ça, je vous laisse cette appréciation, mais en tout cas, on est bien conscient qu'on ne peut pas avoir une approche exclusivement économique, même si on gardera évidemment au premier chef des préoccupations économiques. On est là pour porter aussi ces enjeux-là, parce qu'il faut que les entreprises, vous le rappeliez vous-même, se portent raisonnablement bien pour créer des emplois et donner du sens à ces emplois. Il faut encore qu'il y ait des emplois. Vous avez parlé peut-être on reviendra sur la question de la modulation. Je crois que les entreprises ne feront plus l'économie d'une réelle négociation, et c'est vrai dans les branches, sur l'organisation du travail. Ce qu'on traverse en 2020, c'est pas, alors qu'on va subir de grosses difficultés d'emploi, c'est pas une disparition de la problématique du travail. C'est une émergence nouvelle de la problématique du travail. Avec le télétravail, avec l'articulation des temps, avec le fait qu'il y a une quête de sens beaucoup plus forte qui va s'opérer dorénavant. Et donc, je crois, vous savez que c'est un sujet sur lequel on vient de discuter de l'accord santé au travail avec le MEDEF. C'est un sujet sur lequel on s'affronte souvent. Est-ce qu'il faut négocier de l'organisation du travail ou est-ce que c'est de la prérogative de l'employeur? Moi, je crois qu'on ne pourra plus faire l'économie d'une vraie discussion. Vous voyez, je ne parle pas de négociation, je parle de discussion pour l'instant, sur ce qu'est l'organisation du travail et la façon dont ça va se procurer. Les salariés sont les personnes les mieux placées, sont même les experts du travail aujourd'hui et de la façon dont ils pourraient s'organiser différemment. Moi, je suis frappé dans les entreprises, les équipes que je rencontre, là où il y a eu de l'espace pour l'organisation du télétravail, pour essayer de réfléchir ensemble à comment ça pourrait se passer, comment ils pourraient s'articuler, même dans la période entre septembre et novembre en termes de présentiel, là où il y a du dialogue, la performance collective, à tout point de vue, économique, mais aussi
en termes de bien-être, etc., elle a été beaucoup plus forte que là où on a essayé de le faire à quelques-uns dans une salle. Et donc, la question de l'organisation du travail va être centrale. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir le traiter que par des petits bouts. Une négociation télétravail ici, même si c'est important, une négociation modulation là, une question autour de l'articulation des temps de l'autre côté. Il va falloir qu'on prenne à bras le corps la question de l'organisation du travail. Oui, sur le télétravail, les perceptions ont évolué. On a eu, y compris dans le monde patronal, des gens qui sont devenus amoureux fous du télétravail à 100%, qui ont fait des annonces tonitruantes. Tous nos services administratifs vont passer à 100% en télétravail, c'est formidable. Etc. Et puis on a vu qu'au bout de quelques mois, aussi bien du côté des salariés que du côté de la direction, comme on dit, des chefs d'entreprise, c'était pas la panacée, y compris pour les postes télétravaillables à 100%, à tel point qu'Elisabeth Borne a consenti à ce que, y compris dans la période très compliquée qu'on vit actuellement, il y ait une forme de possibilité de retour au moins un jour par semaine pour ceux qui en éprouvent le besoin au bureau ou au travail en tout cas. Il faut qu'on soit évidemment en capacité de discuter, mais de conclure sur l'organisation du travail, et le télétravail en particulier, pour être capable de le faire en régime permanent, si je puis dire. C'est-à-dire que si on essaie de conclure trop tôt, alors qu'on est encore, c'est pas pour différer éternellement la discussion, hein, alors qu'on est encore dans le nœud de la crise, avec des gens qui ont une opinion à 180 degrés des autres, y compris chez les salariés, les plus jeunes qui ont des difficultés avec le télétravail, des jeunes enfants, des petits logements, ceux qui sont installés, qui finalement trouvent que c'est pas si mal et qu'ils économisent en transport, ceux qui en revanche en tant que manager ont des difficultés avec leurs équipes. Il faut que on voit bien que les oiseaux sont envolés, il faut qu'ils se reposent un peu, en espérant qu'on va trouver une forme de régime stabilisé, même si la vie fait que c'est jamais stable. Et ensuite, il faudra effectivement, dans les entreprises, peut-être dans la branche, notamment pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles le dialogue social est plus compliqué pour des raisons intrinsèques, arriver à une discussion et peut-être à des accords sur le sujet. Mais j'insiste sur le bon timing parce qu'on a vraiment vu une évolution, y compris, j'allais dire chez vous, en tout cas chez les salariés. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est très paradoxal comme question. Ouais. C'est très hétérogène entre les individus et c'est très paradoxal au sein de chaque individu. Mais ça veut dire parce que ça dit quelque chose du travail. Pour reposer les oiseaux au sol, comme vous dites, c'est bien quand ils volent aussi de temps en temps, mais pour les reposer au sol, il va falloir se redire ce que cette période nous dit du travail. Elle nous dit que c'est évidemment de la compétence individuelle, mais c'est aussi de la compétence collective, que c'est aussi du lien social, que c'est du frottement. Et élargir un peu, c'est aussi l'endroit où on rencontre des conjoints, c'est l'endroit où on rencontre des amis, c'est pas simplement des endroits où on est avec des collègues. Donc ça crée plein de choses, où on s'éveille, où on fait du sport, ensemble, on part ensemble faire du sport. Enfin voilà, c'est aussi une vie en société d'une certaine manière. Donc le télétravail à 100% est pour moi vraiment pas une finalité et un objectif. Il faudra que chacun trouve son organisation. Et c'est là où je crois beaucoup à la valeur des accords de branche, y compris sur le télétravail, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais après, il faut aussi que chacun y trouve dans un dialogue professionnel, d'une certaine manière, dans un dialogue au plus près des lieux de travail, que chacun trouve l'équilibre. Et puis, il faudra innover sur le temps de travail. Nous, on fait une proposition, qui est une proposition de banque des temps, parce que la question du temps de travail va se reposer, qui serait la possibilité, à un moment donné, d'avoir des temps de recul, parce qu'on veut se consacrer aux siens qui sont ou pas en difficulté, parce qu'on a un projet autre, parce qu'on voudrait se reposer sur son orientation professionnelle, etc. etc. Donc voilà, moi j'espère que la question du travail ne va pas disparaître sous les radars, sous le sujet emploi, qui est très important, sur le sujet formation professionnelle, sur le sujet stratégie industrielle, qui est très important. Il faut qu'on recommence à traiter des questions du travail dans les entreprises et dans les branches. On a quand même, au moins au niveau de notre branche, un certain nombre de signaux positifs à partager peut-être ensemble. D'abord, les outils qu'on a mis en place, grâce notamment aux accords qu'on a signés ensemble, vont permettre à beaucoup d'entreprises, je l'espère, j'en suis convaincu, de passer le cap et de sortir de cette crise dans une situation acceptable. On a été touchés quand même, nous aussi, bien sûr, l'événementiel, Unimev, la formation professionnelle, le conseil, l'aéronautique,
et l'automobile, hein, pour nos sociétés d'ingénierie, informatique, etc. On a quand même donc mis en place ces dispositifs. Un certain nombre de dynamiques ne se sont pas arrêtées. Hein, l'apprentissage, les contrats pro, 27 000 dossiers dans notre branche contre 16 000 en 2019. La dynamique de formation, on a, je crois, 20-25% des crédits FNE nationaux pour notre branche. On ne le dit pas trop, mais enfin, on est assez content d'avoir engagé, je crois, de l'ordre de 60 millions d'euros au travers de notre OPCO Atlas. Donc on espère pouvoir retrouver un niveau d'activité par rapport à celui de la fin 2019, un peu plus tôt, j'espère, au moins pour beaucoup de nos entreprises, que la moyenne de l'économie française. Ça sera quelque part entre la fin 2021 et le milieu de l'année 2022, si tout se passe bien. Si on fait les efforts dont j'ai parlé, je n'ai pas parlé de tout ce qui est formation. Hein. On est très frappé par le fait qu'on a du mal dans un certain nombre de nos métiers à accéder aux compétences dont on aurait besoin. Si on fait cet effort de formation initiale, formation continue, notre secteur va représenter à nouveau un vrai réservoir, un vrai gisement d'emplois qualifiés, et que cette vitalité qu'on représente, on va pouvoir l'exploiter et la mettre au service d'un projet collectif national et européen. On a cet espoir-là, et heureusement, la phase dans laquelle on est entré de vaccination nous laisse peut-être entrevoir le bout du tunnel, et notre branche est prête vraiment à se saisir de toutes les opportunités qui vont se présenter probablement à partir du milieu de cette année pour aller de l'avant. Mais d'abord, c'est réjouissant qu'il y ait des perspectives positives, il y en a forcément, même si vous souffrez aussi dans votre secteur. Moi, j'ai envie de dire, ça va vous confier des responsabilités accrues dans le monde patronal, pour faire en sorte qu'on ne soit pas concentré simplement sur la gestion de l'urgence, mais qu'on soit aussi à regarder les stratégies économiques qu'il faut développer. Et puis, ça va vous donner une responsabilité accrue pour peut-être être en avance de phase par rapport à d'autres, pour inventer, en tout cas dans le monde du travail, dans le dialogue social, ce monde d'après qu'on appelle de nos voeux, même si le nom, encore une fois, est un peu réducteur. Moi, je crois vraiment qu'on va vivre une année 2021 en 3 phases. Enfin, j'espère que ce sera en 3 phases. Cette phase où on continue d'être dans la question sanitaire de façon très forte, avec de grosses difficultés économiques et sociales. Il va falloir qu'on reconstruise d'une certaine manière, qu'on relance, je dirais le gouvernement, mais qu'on reconstruise un certain nombre de choses. Il va falloir s'attacher à relancer des secteurs professionnels qui sont en panne aujourd'hui, ceux qui sont impactés moins fortement mais très impactés, et puis il va falloir tirer ceux qui s'en sont bien sortis. Et puis on va avoir, j'espère, à un moment donné où on va retrouver une forme de vie normale. En tout cas, on le souhaite tous, parce que la vie, c'est aussi celle de la vie, et aujourd'hui, ne plus pouvoir faire un certain nombre de choses, ça manque. Et là, à ce moment-là, j'espère qu'on sera en situation, on aura été assez mature pour, lorsqu'on sera sorti de la crise sanitaire jusqu'à ce moment-là, qui se situe plutôt à l'automne, on soit capable d'avoir posé les enjeux qui seront ceux de 2022. Et je ne parle pas de 2022 en termes d'échéance électorale, ce n'est pas l'intérêt. Dans la discussion, je parle de comment on peut imaginer justement un autre dialogue social encore plus performant, une économie forte, et en même temps avec une redistribution des richesses. Moi, j'espère vraiment, j'attends pas le grand soir, quoi. Je ne suis pas formaté pour attendre le grand soir. Mais je crois qu'on aura finalement peut-être pu vivre cette crise difficilement, mais avec intérêt pour la suite, si on est capable d'en tirer les enseignements. Et l'enseignement principal, c'est l'intelligence collective qui nous fait nous en sortir. L'intelligence collective dans le monde du travail, ça s'appelle le dialogue social. Donc j'espère que votre branche sera présente au rendez-vous, mais j'en doute pas. Merci beaucoup. Merci à vous.